Elle était là sur la table à côté de toi. Bonsoir à tous. Alors, peut-être juste couper les micros pour ceux qui nous rejoignent, pour pas qu'on ait ces petites interférences. Bonsoir à tous. On vous rejoint sur Facebook ce soir. Merci à Éric Dudois d'être avec nous ce soir pour notre rendez-vous mensuel. Pour ce temps important qu'on a avec toi chaque mois, pour lequel on choisit un thème ensemble. Alors, Éric, je ne sais pas si... Voilà, oui. Éric, qui est psychiatre, j'aime bien aussi préciser théologien, parce que tu n'es pas un psychiatre comme les autres. Moi, je trouve que cette dimension que tu nous as enrichi par cette dimension de théologie, de compréhension des textes, de tout ce qui fait de toi beaucoup plus qu'un psychologue. Tu nous suis depuis des années, tu travailles en tant que responsable de l'unité psy en onco et soins palliatifs en oncologie à la Timone. Donc, tu as aussi cette pratique d'accompagner des adultes, mais aussi des jeunes adultes, et beaucoup de parents qui ont perdu des enfants, quelles que soient les circonstances et l'âge, depuis toutes ces années. Et avec toi, on chemine chaque mois sur un thème qui colle parfois aux saisons, mais aussi à certaines difficultés que vivent les parents endeuillés, mais pas que les parents endeuillés, parce qu'évidemment, c'est un deuil, certes, qu'on se représente comme le plus difficile ou l'un des plus difficiles, mais qui est aussi propre à tous les deuils, à toutes les expériences de perte d'un être cher que l'on peut avoir. Et ce soir, on s'adresse à toutes ces personnes, même si, évidemment, les parents endeuillés de l'association se reconnaîtront dans beaucoup de thématiques que je vais aborder pour les aborder souvent avec eux par ailleurs. Alors, le thème de ce soir, on l'a choisi sur la temporalité du deuil. Cette idée de savoir jusqu'à quand dure le deuil, à partir de quand et à partir de combien de temps on est considéré comme relevant d'un deuil pathologique, ou est-ce une durée considérée comme normale. Alors à ce titre-là, il y a vraiment des différences de vécu entre ce que rapportent les endeuillés, les parents, qui eux ont l'impression que ce deuil... d'abord, ils n'en sortent pas vraiment, ou même ils n'ont pas envie véritablement d'en sortir. Donc, faire son deuil, l'expression souvent dérange. Et le regard extérieur, notamment des soignants, puisque si on prend la Bible des psychiatres, le fameux DSM-5 que tu dois bien connaître, je crois qu'il y a un temps qui est considéré comme normal, entre guillemets, et au-delà de ce temps, là, on relèverait presque d'un trouble psychiatrique ou d'une pathologie. Donc, c'est de toutes ces questions-là qu'on aimerait échanger avec toi, avoir ton éclairage pour là aussi répondre à cette question de cette peur qu'on a tous de sombrer dans du deuil pathologique ou pas, et qu'est-ce qui est un deuil naturel et qu'est-ce qui l'est pas. Et est-ce qu'on fait un jour le deuil d'un enfant? Voilà, c'est toutes ces questions difficiles que j'ai bien conscience de leurs difficultés quand on te les pose. Mais je sais que tu vas nous apporter, comme chaque mois, un éclairage qui nous permettra d'avancer un peu sur ces questions. Je ne sais plus quoi dire à chaque fois. Alors, en fait, je voudrais rappeler quand même que pour quelqu'un qui prône l'expérience à la première personne, je vais tenter d'être le plus légitime possible en sachant que je ne le suis pas. Et ça me semble très important, et je pense que les iâtres, les OG, les soignants, tout ce que vous voulez, ils font bien souvent plus confiance à Google ou à Google Scholar, pour ceux qui connaissent mieux, ou encore à CareInfo, ou encore à PubMed, ou encore à
toutes ces revues de littérature dont on a dit qu'elles étaient des revues scientifiques et dont on a dit que là-dedans, c'était l'essence du savoir. Heureusement, on a eu le Covid et le Lancet, on a vu que c'était des hommes, rien que des hommes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais simplement de se dire que derrière chaque chercheur de la faculté, que ce soit la faculté où je travaille en tant que chercheur ou d'autres, il y a un homme ou une femme, et cet homme et cette femme, il est lui-même embourbé dans plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'il est embourbé dans la collectivité. Et s'il n'a pas fait le travail, parce que ce n'est pas parce qu'on va à la faculté qu'on est plus intelligent que les autres, s'il n'a pas fait le travail de se désintoxiquer des médias, de la pensée commune, de ce qu'on appelle la culture au sens vulgaire du terme, ben, il va nous sortir des normes, comme on en sort de partout et tout le temps, dès qu'on allume un média, quel qu'il soit. Et puis, il y a un deuxième travail auquel doit s'atteler notre athlète-chercheur, c'est qu'il faut qu'il accepte que quoi qu'il cherche, il ne trouvera que ce qu'il peut imaginer. Alors ça c'est David Bohm qui dit ça, et c'est très très beau, c'est de nous faire comprendre qu'on ne peut pas chercher ce qu'on ne peut pas imaginer. Et j'aimerais tant que tous les chercheurs de la Terre et du monde arrêtent de nous casser les pieds et commencent à être des poètes. C'est-à-dire commencent à lire du Keats, commencent à lire Baudelaire, commencent à lire des gens qui sur cette terre sont venus, sont partis, sont restés, et n'ont pas fait œuvre de recherche intellectuelle, mais ont fait œuvre de recherche émotionnelle, de recherche interne, de recherche forte, et de ne pas les disqualifier. Et là, vous m'avez donné un thème, oh là là, oh là là. Alors, dans ce thème, oh là là, je vais d'abord voir un petit peu avec vous ce que disent les chercheurs. Ils disent toujours la même chose, comme ça on n'est pas embêté, ça va aller assez vite. Ils disent des choses qui me semblent, oh tant pis après tout, si je me fais allumer, c'est pas grave, on peut allumer un peu les autres. Ils disent des conneries, en fait. Alors pas tous, hein, il y en a qui sont... Mais la plupart disent des conneries. Et la plus grosse connerie que j'entends, mais elle est plus grosse que n'importe laquelle, c'est la mort d'un enfant va à contresens même de la vie. Je ne peux pas entendre ça. Je sais que c'est dit, je sais que c'est pensé, mais comment c'est possible de dire une chose pareille? Comment on peut penser que quelque chose puisse aller à l'encontre même du sens de la vie? Il y a quelques centaines d'années, on disait que l'homosexualité allait à l'encontre du contre même de la culture ou de la nature, vous vous rappelez? Les prêtres disaient ah, c'est contre la nature. Eh bien, j'aimerais vraiment qu'on revienne là-dessus et qu'on le pense ensemble. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas en compte la douleur extrême de quelqu'un qui a perdu un enfant, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça va contre la vie. Cet après-midi, j'étais avec pour moi une enfant, pour d'autres une adolescente, qui était bien jeune. Elle n'avait pas dépassé ses 23 ans. Et alors, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, ma pauvre petite, te voilà bien embrigadée dans une chose difficile où on va aller contre le sens de la vie? Ça me semble tellement étrange. Et puis, c'est même psy, c'est les paroles de psy que je cite, je ne citerai pas leur nom. Ils disent « une terrible épreuve pour les parents ». Bon, jusque-là, on conçoit, qui se trouvent désemparés, on le saurait pour moi quand même, amputés d'une partie d'eux-mêmes. On peut le comprendre, un enfant est bien souvent vu comme une projection, comme quelque chose qui viendrait de nous-mêmes. Et alors, amputés d'une partie d'eux-mêmes et d'un moteur de vie. Je blague pas, hein. Ce sont des textes scientifiques, un moteur de vie. Alors, moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai adopté une enfant, et heureusement pour moi, elle n'est pas mon moteur de vie. Et le jour où les enfants sont nos moteurs de vie,
je pense qu'on a à travailler sur soi. Nos enfants sont plein de choses. Ils sont beaux, ils sont grands. Ils sont les fils de la terre et les filles de la lune, comme dit Khalil Gibran, mais ils ne peuvent pas être le moteur de notre vie. Nous, on est comme c'est triste. Le moteur de ma vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas fait d'enfant n'aurait pas de moteur. Alors moi, je n'ai pas fait d'enfant, je n'ai pas de moteur. Je suis dans une bicyclette recyclable. Blessé au plus profond d'eux et face à un deuil très douloureux, le psychologue se pose la question « Comment vivre après une telle perte ?» Et alors, j'ai lu tout l'article, il se pose la question, il ne répond pas. Alors, un autre psy, qui est féminine aussi, et qui nous dit, c'est très beau, beaucoup de parents ressentent de la culpabilité plus ou moins. Alors, je ne sais pas si c'est... Eric, on t'entend un peu haché. On n'entend plus. Oui. Eric, Là, on on t'entend m'entend. plus. C'est un peu haché. Ah, c'est la connexion Internet qui est instable. D'accord. Alors, attendez, je vais changer de connexion Internet. Oh là là, je ne peux pas changer de connexion Internet. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être revenu. Ça a l'air d'être revenu. Oui. Si ça repart, vous me dites? Oui. Oui, ça repart. Oui. Ouais, on t'a perdu à nouveau. Là, vous m'entendez? Oui. Enregistré. Ah, je t'entends plus. Le son est coupé. Tu m'entends là? Non, c'est instable. C'est un peu un son de robot. Bon, va falloir qu'on peut-être que tu tentes l'autre connexion parce qu'on a... Non, tu m'entends là? Non, c'est pas stable. T'entends par bribes. Est-ce que là, c'est stable? Alors, vas-y, essaie de parler un peu. Est-ce que là, c'est stable? Bah, ça a l'air. Ouais. Alors, Essaie de parler un petit peu pour voir. donc je vais essayer de parler un petit peu. Oui. Et pendant ce temps-là, je vais chercher un autre réseau sur lequel m'attraper. Là, ça va? Là, ça a l'air. Et tu étais en train de dire de quelque chose de passionnant parce que si j'en profite pour meubler un peu, hein, d'exprimer une réaction et une question, c'est que si on comprend bien ce que tous ces psychologues, ces psychiatres se représentent du deuil, comme une amputation, comme quelque chose de contre nature, comme quelque chose dont on se demande comment vivre avec. C'est peut-être pour ça qu'ils n'arrivent pas à aider, parce qu'ils considèrent déjà ça comme une impasse. Alors, vous m'entendez? Écoute, vas-y, continue, on va voir. Oui. Alors, je pense effectivement qu'il y a un défaut dans ce que disent ces personnes-là, c'est qu'ils pensent que fondamentalement, comme dans la norme sociale, il n'y a pas d'entrée de jeu, quelqu'un qui perd un enfant est dans pathologie. Puisque d'entrée de jeu, quand on perd un enfant, on va contre le sens de la vie, on est hors de toute norme sociale et on ne peut pas se le représenter. Et donc, en fait,
tout, tout ce que nous proposent pour l'instant, hein, les psys dont je fais partie, je me dépare pas de mes copains, on est tous aussi nuls les uns que les autres. C'est qu'on ne comprend rien. Mais au lieu de dire on ne comprend rien, on va essayer de comprendre, on utilise d'anciens schémas pour essayer de comprendre. Alors, les anciens schémas des psys, c'est essentiellement un texte de Freud qui s'appelle Deuil et mélancolie, et où il y a les détails du deuil en quatre mouvements. Ces quatre mouvements sont tout bêtes, hein. C'est le moment du décès de la personne, où il y a une sorte de choc, de sidération, puis il y a un moment où il y a une sorte de fuite et de faire en sorte que l'autre continue. Alors pour les psys, c'est les moments où les parents, ou si c'est un frère, ou qu'importe, hein, c'est où on fait continuer la personne morte comme étant vivante. C'est-à-dire qu'elle est là sans être là. C'est comme si elle était investie en nostalgie, au lieu d'être investie en tant que vivante ou vivant. Et puis, l'étape d'après, c'est de déconstruire. C'est un vécu dépressif. C'est-à-dire que l'étape d'après qu'a un parent, c'est de se dire, en fait, plus jamais je ne pourrai retrouver une vie entre guillemets normale, une vie entre guillemets agréable, une vie dans laquelle je pourrais ressentir de la peine, certes, mais de la joie aussi, et où je pourrais continuer à vivre en évoquant mon enfant. Et puis ensuite, après la déconstruction et la zone dépressive, il y a une réconstruction en réintroduisant un lien à l'autre. Alors chez Freud, c'est-à-dire que vous allez réinvestir un autre. Alors, Nathalie, est-ce que tu as réinvesti quelqu'un d'autre? Non, et comme beaucoup de parents, pour rien au monde, moi je veux oublier ni passer à autre chose. Bon, alors le Prozac t'attend. Que te dire? Rassuré. En, Je me doutais bien. en fait, tous ces schémas-là qui ont été conçus par des gens qui ont connu très certainement le deuil, du moins j'espère. Moi, j'ai connu des deuils. J'ai eu ma maman, mon beau-frère, mon cousin et autres. Et ils sont là, ils se disent, putain, c'était déjà chaud bouillant. Et donc, on va penser le deuil d'un enfant comme étant l'archétype de la chose qu'il ne faut pas. Le seul souci, c'est qu'il y a des gens à qui ça arrive. Et ces gens à qui ça arrive, on leur dit, ben voilà, on va passer par les 4 étapes, et puis en passant par les 4 étapes, au bout d'un moment, ça ira mieux. Et au bout du moment, alors ça, c'est dans le DSM-5, c'est dans d'autres écrits, c'est 1 an à 2 ans, à peu près. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 ans, une maman ou un papa, s'il n'a pas fait le deuil de son enfant, ça ne va pas. Ça va pas. Et vous voyez l'énormité, je fais exprès de pousser un peu, l'énormité de la chose. Mais alors, tu peux nous dire, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire avoir fait le deuil au bout de 1 an ou 2 ans? Tu dis si un papa ou une maman n'a pas fait son deuil, à partir de ce moment-là, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ne fasse pas? Alors, ça dépend des critères des psys. La plupart du temps, il n'est pas conseillé de garder la chambre de l'enfant en état. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, je vous dis ce qui est dit, hein. Je ne vous dis pas que je suis d'accord. La plupart du temps, il faut arrêter de trouver des symboles de partout. Ça va un peu, les symboles, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez des points rouges de partout, c'est que ça ne va pas quand même. Il y a un moment pour voir des points rouges et un moment où il ne faut plus les voir. Rose. Mais je ne voulais pas trop te... Et il y a un autre truc aussi, c'est, en fait,
lorsque on a fini un deuil, on pleure moins. On pleure moins, on est moins sensible au sens de l'abrasivité de l'affect. C'est-à-dire que on souffre, mais moins fort. Et il n'y a pas longtemps, hein, j'ai fait l'expérience de monter l'escalier que montait mon beau-frère, qui est décédé il y a 2 ans et demi, et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le deuil. Au moment où j'ai monté l'escalier, j'ai pensé à lui. Au moment où j'ai pensé à lui, j'ai pensé à lui en nostalgie. Je l'ai revu avec son chapeau et j'ai eu une petite larmichette. Donc, vous voyez bien que ça ne tient pas dans le réel, ces constructions-là. Et il y a une dame, il y a très longtemps, dans les années 70, qui s'appelle On t'a perdu encore. Ouais, on n'a pas entendu. Et Elisabeth Kübler-Ross, Oui. mais c'est fou, elle n'est pas stable. Elle nous a dit des choses, et ce que nous, on considère maintenant comme étant des étapes émotionnelles. Mais je pense qu'il nous faut revenir aux étapes émotionnelles pour comprendre les étapes mentales. Vous êtes aperçus que nous autres, les humains, on avait plusieurs foyers de compréhension. On pouvait comprendre par l'émotion. Généralement, on était poète, artiste, littéraire. Dans notre société, c'est pas très mis en valeur, tout ça. Ou alors, on pouvait comprendre avec sa tête. Quand on comprenait avec sa tête, on comprenait avec son mental. Et quand on comprenait avec son mental, il y avait plusieurs choses. Soit on était scientifique, on pouvait faire des modèles mathématiques, des modèles pour dire, ben voilà, je prends ce qui se passe pour ces 400 mamans, je fais une médiane, une moyenne, je vais poser des questions et voir comment elles y répondent. Et puis, je vais dire, en gros, je vais essayer de prendre une substantique moelle de ce qu'on appelle un échantillon, et je vais en inférer quelque chose sur la population. C'est-à-dire que je vais inférer de cet échantillon Le problème, c'est que l'humain, il est bigrement chiant. En fait, j'allais dire la vie est bigrement chiant. C'est-à-dire, même si vous le faites avec une plante, ça marche mal. Alors, on peut le faire quand ça touche des... Eric, ça coupe. Oh là là. Comment faire? C'est bizarre. J'éteins tout, je rallume. C'est la première fois hein, que ça se passe comme ça. Oui, peut-être. Peut-être. Ouais, c'est toujours le même ordinateur. On va demander à Corinne ce qu'elle en pense. J'éteins tout, je retourne. Oui, peut-être se déconnecter, se reconnecter. Nous, on ne Allez. bouge pas de toute façon. Hein. Allez. Je reviens. Allez. N'hésitez pas à formuler vos questions hein, dans le fil pour ceux qui sont avec nous sur le Zoom. En tout cas, le sujet du temps du deuil, je prends ce petit temps de passage, c'est vraiment, moi je vais prendre un exemple tout bête qui m'a fait m'interroger sur ce sujet et vouloir en parler avec Eric. Je me suis aperçue que dans mon entourage, même proche, au-delà d'un certain nombre d'années, on ne manifestait plus certains témoignages aux dates importantes ou à la fête des mamans, à des moments où au début du deuil,
beaucoup de personnes vont se manifester, vont envoyer un petit message, on pense à toi, ou on a une pensée pour ta fille, ou témoigner en tout cas que dans leur pensée, ils se représentaient ce jour comme difficile pour moi. Et puis, un jour, ça s'arrête. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait que pour les autres, à un moment, ils se disent, bah, c'est plus un sujet ou c'est plus à faire. Et parfois, c'est peut-être en pensant bien faire, en pensant ménager, me ménager, me dire, bon, ça fait 3 ans ou ça fait 2 ans, on va pas remuer le couteau dans la plaie et lui envoyer un mot pour la fête des mamans parce que ça doit déjà être assez dur. Donc peut-être qu'elle y pense un peu moins, on va pas réveiller la douleur. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là que l'incompréhension est, c'est que pour un parent, c'est jamais fini, c'est toujours à faire. La fête des mamans viendra toujours réactiver quelque chose. La date anniversaire de la naissance comme du décès de l'enfant sera toujours devant, toujours à vivre et aura toujours une connotation importante de joie pour la naissance avec des années, de tristesse malgré tout au fil des années pour le décès. Et je me suis dit, et ça, c'est peut-être que ce qui, au contraire, peut réconforter un parent, c'est qu'il puisse réaliser qu'autour de lui, on n'oublie pas ça et on a toujours conscience que ça compte. Alors, après, peut-être que les personnes ne se manifestent plus juste parce qu'elles n'y pensent pas, parce que la vie a repris pour elles et qu'elles n'ont pas toujours à penser à nous, parents, qui vivons ce jour-là et que ce jour sort un peu de leur pensée. Mais je voudrais dire ce soir à tous ceux qui ne le font pas parce qu'ils pensent mal faire en le faisant, de surtout pas le croire, parce que vous ne ferez jamais mal en vous rappelant à un papa ou à une maman le jour d'une date en lien avec son enfant ou d'une fête en lien avec son enfant. Je crois pas. Après, peut-être certains me contrediront, et je les invite vraiment à réagir parce que dans les partages qu'on a entre de nombreux parents, j'ai jamais entendu ce type de demande ou d'expression des parents. Mais peut-être que pour certains, effectivement, qu'on ne leur en parle plus est plus aidant que le fait qu'on leur en parle. Mais en tout cas, si pour ces parents, ça a fait sens à un moment donné pour eux qu'on leur en parle, je ne crois pas que ça s'arrête un jour. Soit ça ne fait jamais sens pour eux qu'on leur en parle parce qu'ils excluent ça, soit ça fait sens pour eux qu'on leur en parle, ça les réconforte, ça leur apporte cette espèce de réconfort de voir qu'on n'oublie pas leur enfant, et ça ne peut pas s'arrêter avec les années. Voilà ce que je voulais partager avec vous en attendant qu'Éric puisse peut-être revenir. Et si quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le sujet, n'hésitez pas non plus à le faire. Alors après, je continue sur cette thématique du temps, parce qu'il y avait un autre point sur lequel j'aimerais faire réagir Éric, c'est cette première année. On a l'impression que pendant 1 an, il y a une forme de tolérance sur le fait qu'on pleure, qu'on ne soit pas souriant, qu'on ne veuille pas faire certaines choses, et parce que quelque part, il y a toutes ces premières fois sans l'enfant à vivre, sans l'enfant ou sans le proche, et donc il y a une tolérance. Et puis au bout d'1 an, on a l'impression, bon, voilà, que tout le monde nous invite à passer un peu à autre chose et que ça peut être perçu comme de la complaisance si on continue à être triste, ce qui est tellement douloureux. Parce que imaginez que l'on puisse utiliser cette tristesse pour se cacher derrière ou pour ne pas faire certaines choses ou juste pour se victimiser, ça c'est insupportable pour des parents endeuillés. Donc voilà aussi ce calendrier des 1 an qui, une fois l'échéance des 1 an passé, qu'est-ce qui se passe?
Et souvent, les parents ont très, très peur parce qu'ils s'aperçoivent que 1 an plus un jour après, ben, il n'y a rien qui a changé quand même, mais que dans le regard des autres, quelque chose a changé. Alors, Eric, est-ce que tu es là ou pas? Oui, je suis revenu. Ah, bah super, mais tu aurais dû te manifester plus tôt parce que moi, Non, mais je t'écoute, moi j'aime bien. Voilà, en tout cas, j'ai profité d'exprimer 2 sujets dont je voulais te parler aussi. Mais si tu pouvais nous reprendre, du coup, tu t'es arrêté, juste, on refait le fil sur les niveaux de compréhension, comprendre avec ses émotions, comprendre avec sa tête. Voilà. Alors, ce que je repère à l'heure actuelle en tant que clinicien, alors pas simplement avec les enfants, mais aussi avec les adultes, mais aussi des fois dans autre chose que le deuil, c'est que la plupart d'entre les humains occidentaux veulent régler le problème avec leur tête, voire même ils sont poussés à faire une pseudo-psychanalyse en disant il faut que ça ait du sens. Mais, et j'ai vu des apprentis thérapeutes nous dire si tu as mal au dos, c'est que tu en as plein le dos, si tu as le foie qui est patraque, tous les trucs passibles, inimaginables, une sorte de causalité entre l'univers interne de notre corps et l'univers externe de ce qu'on a à vivre. Or, il faut bien comprendre que chez l'être humain, la tête, c'est 1/10 de lui. Alors, dans notre société, c'est 90%. Hein. Notre société ne vit qu'avec des têtes. Vous avez vu ça? Si vous prenez le métro, vous prenez le métro avec des têtes. Et s'il y en a un qui fait le clown, tout le monde le regarde en disant « faut que tu t'assoies et que tu sois sage ». Pas clown dans le métro. Eh bien, il en est de même lorsque vous perdez un enfant, c'est toutes les têtes qui vont vous regarder, ce n'est pas les cœurs. C'est pas les tripes, c'est pas les émotions, c'est la tête. Et la tête, elle ne fonctionne qu'avec une norme. Vous avez remarqué, moi j'avais une maman qui était extraordinaire. Elle, quand je ne voulais pas aller à l'école, comme tous les enfants, hein, je disais j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout, etc. Elle arrivait avec son thermomètre dans la main et elle me disait si tu as plus de 38, tu ne vas pas à l'école. Si tu as moins de 38, tu vas à l'école. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que ma vie à l'école était déterminée par le mercure. En fait, j'allais à l'école parce que le mercure le décidait. Et après, je lui dis à cette maman, je lui dis, mais quand même, ce n'est peut-être pas la bonne méthode. Elle m'a dit, casse pas les pieds, en gros. Parce qu'en fait, elle ne pouvait pas concevoir, pendant toute sa vie, elle avait conçu la vie comme étant quelque chose qui était fabriqué avec sa tête. Et alors, il y en a plein de choses qu'on a fabriquées avec notre tête. Par exemple, des fois, je demande aux étudiants, je dis, est-ce qu'il faut donner de l'argent à un pauvre qui attend au feu rouge? Eh bien, très, très rapidement, ils disent oui, non, etc. Chacun son... Puis très rapidement, tout le monde tombe d'accord. On peut lui donner de l'argent si seulement s'il s'en sert à bon escient. Alors moi, je leur dis, mais bon escient, bon, il est arménien, on a autre chose à faire. Enfin, on ne sait pas quoi. Et c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire, lorsque je donne quelque chose, lorsque j'offre quelque chose, ça ne me regarde plus. Et avec nos enfants, on est terribles, nous les humains, en Occident, c'est qu'on considère que nos enfants sont nos choses, ma chose. Et ce qui n'existe pas dans d'autres cultures. Dans d'autres cultures, un enfant, ce n'est pas une chose, une prolongation, ça peut même être un gagne-pain, ça peut être toute autre chose. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est toute autre chose. Mais nous, c'est devenu une chose. Et non seulement c'est devenu une chose, mais c'est devenu une chose qui peut être rentable. Alors, pas nous, parents. Nous, parents, c'est plutôt on perd de l'argent. Mais pour tout ce qu'il y a autour de nous, c'est une chose rentable. Et lorsqu'on perd un enfant, on est moins rentable. Je suis terrible hein, ce soir, c'était comme ça. On est moins rentable. Et comme on est moins rentable, eh bien, on va recevoir des choses qui sont très blessantes.
on va recevoir des papiers administratifs, on va recevoir des papiers de loi, des papiers des fois de magasins, des choses comme ça, qu'avant, on pouvait recevoir avec notre enfant, qu'on ne recevra plus. Notre enfant était quelque part quelque chose qui servait de marchandage entre nous et l'univers. L'univers étant le monde social et le monde phénoménologique. Mais le problème, c'est que quand un enfant meurt, il dépasse le monde phénoménologique. Un enfant qui meurt, ce n'est pas un enfant qui va à New York, pas un enfant qui va à Singapour, même si en France, on utilise le terme « il est parti ». Il est bigrement parti, oui. Il est parti dans un lieu, on ne peut pas le récupérer. Et comme on ne peut pas le récupérer, au lieu de se poser la question de comment on pourrait le récupérer, c'est-à-dire comment on pourrait faire le voyage pour aller le rejoindre, on se dit, c'est pas possible, donc il faut qu'on en fasse le deuil. Vous voyez le raisonnement? Comme je ne peux pas le rejoindre, comme ce n'est pas possible, il faut que j'en fasse le deuil, sous-entendu, il faut que, coûte que coûte, j'admette le fait que je ne le reverrai plus, que c'est terminé, donc on n'en parlera plus. Et vous avez là tout le relent du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, avec les enfants qui mouraient dans ces temps-là, où on effaçait de la mémoire. Hein, vous avez des textes très jolis où l'enfant qui était parti, on l'effaçait, comme s'il n'avait jamais existé. Et on nous dit à l'heure actuelle, si on veut faire préexister un enfant mort dans notre monde, eh bien, peut-être que ça, c'est pathologique. Alors que ce n'est pas du tout la définition qu'on a donnée Canguilhem, par exemple. Canguilhem était un médecin philosophe du siècle dernier, et Canguilhem nous dit il n'y a pas de frontière entre le normal et le pathologique. S'il y en a une, elle est toute simple. Quand j'ai mal et que je souffre, alors c'est pathologique. Si j'ai pas mal et que je souffre pas, ce n'est pas pathologique. Alors, je suis un psychologue de bas étage, moi, je suis bête. Et donc, quand je vais avec les familles, ils vont sur le cercueil, la tombe de leurs enfants, et je trouve de tout sur cette tombe, j'ai le choix entre me dire c'est pathologique ou pas. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été sur les tombes des mamans ou des papas qui sont endeuillés de leur enfant. Moi, j'y suis allé. Alors, au début, je me disais quand même, ils ne vont quand même pas me mettre Donald à côté de Jésus. Si, ça ne pose pas de souci. Alors, pour le théologien que je suis, Jésus, et à chaque fois, j'avais la même réponse, il préférait Donald. Merde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parent, il est dans sa vérité à lui. Sa vérité, c'est j'ai un enfant, cet enfant, j'ai vécu avec lui, je l'aime. C'est pas je l'aimais, c'est je l'aime. Il n'y a pas de passé. Je l'aime. Et je sais, je ne suis pas con quand même, il n'est pas là. Mais là, j'ai envie de l'honorer. Et pour l'honorer, je ne vais pas lui mettre des trucs qui n'ont pas de sens pour lui. Hein, Eric? Ah oui, d'accord. Donc, je ne vais pas mettre ni Jésus, ni Myriam, ni la Vierge Marie, ou du moins, je vais les mettre pour ne pas choquer les autres. Et à côté, je vais me mettre Pikachu. Parce que pour l'enfant, le Pikachu, c'est important. Ou alors, il y a carrément une maman qui va venir et qui va colorier les cailloux. Ça existe, je vous jure. Et alors, si j'utilise tout ce que j'ai appris sur le deuil, ou etc., il faut que j'amène cette maman à la conception. Parce que ça ne va pas. Ça va pas. Mais depuis quand la maladie du médecin ou du psy, c'est la maladie du malade ou de l'endeuillé? Puisque là, on parle de choses qui sont à la lisière de la maladie du normal. Le deuil, c'est normal. Ce n'est pas une maladie. Moi, je suis toujours très, très étonné quand quelqu'un ne pleure pas pour un deuil.
Là, je m'inquiète pour lui. Je m'inquiète au sens où je vais avoir du souci. Je ne veux pas dire qu'il est malade, je vais avoir du souci, je vais prendre soin. Quelqu'un qui pleure, ben oui, on pleure quand quelqu'un meurt, c'est normal. Et puis quand quelqu'un meurt et puis qu'on a vécu avec lui, parce que quand on perd un enfant, on perd bien plus que l'enfant en tant que sujet humain. On perd toute une vie. C'est-à-dire que comme notre société est basée sur l'enfant roi, entre guillemets, comme notre société est basée sur le fait que l'enfant a une place primordiale dans la famille, quand l'enfant s'en va, meurt, c'est un trou béant qu'il y a là. Et pour combler ce trou béant, parce qu'il faut le combler, on ne peut pas vivre dans le trou, on ne peut pas vivre dans le manque. Pour le combler, eh ben, on va essayer des trucs. Et ça, c'est la créativité des parents. Ça, j'ai appris au Point Rose. C'est-à-dire qu'en fait, la souffrance et la douleur, elle est tout le temps là. J'ai jamais vu une maman ou un papa, même après des années et des années, me dire « ça va ». Jamais. J'ai jamais vu un être humain, lorsqu'il a aimé quelqu'un d'autre, dire « bon, on est passé à autre chose, hein, j'étais avec un Apple 8, maintenant je suis sur l'Apple 11, j'ai un nouveau macOS, tout va bien ». On ne marche pas comme ça. On est toujours en nostalgie. Et on est même quand on n'est pas mort. Regardez comment vous regardez votre enfance. Vous faites un petit effort là pendant quelques secondes et vous regardez votre enfance. Et dans votre enfance, il y a eu des trucs pas beaux, vraiment. Vous vous êtes fait engueuler, vous avez eu une mauvaise note, ou pire, vous avez eu des parents un peu raides, ou etc. Et puis il y a des moments où c'était beau, juste beau, à la pêche ou n'importe où, c'était beau, et c'est fini, c'est mort. Et donc vous vivez en nostalgie de ces moments-là tout le temps. Et d'ailleurs, si on aime les artistes, si on aime les poètes, si on aime tous ces gens-là, c'est parce qu'ils ont une capacité à nous faire revivre ces moments-là. Hein, moi, quand je lis Hegel ou quand je lis Kant, Critique de la raison pure, il y a deux options, où je suis un grand dépressif, ou ça ne va pas, quoi. Il ne me fait rien revivre, moi, Kant. Tu me rassures. J'ai cru un moment que tu étais nostalgique. Non, pas du tout. Non. Alors, il me rappelle bien des déboires sur, sur des unités de valeur que je devais acquérir en fac, mais il ne fait rien. Par contre, si je regarde, je sais pas moi, Le bonheur est dans le pré, con, un film tout simple, tout bête. Oh, des grenouilles, pêche à la grenouille, des gens, une guerre, pas de guerre, ou d'autres films, ou d'autres. On fonctionne comme ça. Et pourquoi on ne fonctionnerait pas comme ça lorsqu'on a perdu un enfant? Pourquoi il faudrait que ça soit différent? Pourquoi il faudrait que quand on a perdu un enfant, il faudrait se dire, bon, j'ai un an et demi pour en faire le deuil, et une fois que le deuil est fait, on va passer à autre chose. On ne passe jamais à autre chose. Après avoir vu cette jeune femme, d'avoir vu cette jeune femme à la Timone, et j'ai eu la chance de rencontrer une maman du Point Rose à la Timone. Elle est venue me voir, et elle a fait un choix fou. Elle a fait un autre enfant. Et bien sûr, comme je suis taquin, je lui dis, ça remplace. Et elle me connaît, donc elle savait que c'était une taquinerie. Et non, ça ne remplace pas. Mais elle a eu besoin, elle, en tant qu'elle, de se replonger avec son époux, enfin son compagnon plus exactement, dans une sorte de narration comme ça, où elle refaisait des biberons, des machins, etc. Elle m'avouait bien évidemment qu'elle était extrêmement fatiguée. Mais je rencontre d'autres mamans et d'autres papas, c'est une autre narration qu'ils vont m'offrir. Ils vont me dire non, pas du tout, j'ai pas envie de refaire un enfant. Et puis d'abord, cet enfant avait des frères et des sœurs.
Alors le psy qui suis à l'intérieur de moi, je me dis, mais alors le frère et la sœur, comment ils ont vécu la mort de l'enfant? Parce que ça aussi, c'est un truc bien. C'est-à-dire que quand vous voyez un psy, il va vous dire, et dans la fratrie, comment ça se passe? Parce qu'il a dans l'idée que si on perd un enfant, on est beaucoup plus attaché à perdre du temps avec l'enfant qu'on a perdu qu'avec l'enfant qui est resté. Mais là encore, c'est une norme. Ça peut arriver, oui. Mais ce n'est pas tout le monde. Et le pire, c'est que la plupart des enfants que j'ai interrogés, qui ont perdu donc un frère ou une sœur, ont trouvé normal que papa et maman s'occupent un petit peu, pas d'eux, parce qu'ils étaient occupés par la mort du frère ou de la sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ça va, je vais même un peu plus loin que toi et c'est très culpabilisant. On sent bien que quand on parle d'un enfant défunt et qu'on a la chance d'avoir d'autres enfants, dans le regard, il y a le jugement de elle pense ou il pense encore à l'enfant qu'il a perdu. Et donc, ça fait de nous des mauvais parents pour l'enfant qu'il reste. Et donc, c'est déjà une culpabilité que beaucoup éprouvent sans qu'on nous fasse quoi que ce soit, parce qu'on sent bien que par moments, on est absent ou accaparé par les pensées envers l'enfant qui n'est plus là, et qu'on s'inquiète tellement pour les autres enfants que ce jugement-là ajoute aussi beaucoup de jugement, d'auto-jugement sur finalement, je suis en plus, je n'ai pas pu sauver mon enfant. Donc là, déjà, j'ai tout faux en tant que parent. Mais en plus, je suis un mauvais parent pour les enfants qui me restent. Et c'est tellement dur de se juger comme ça. Ben, le problème, c'est que ça, ce n'est pas le problème du deuil, c'est le problème de la névrose. C'est-à-dire qu'on confond les choses. Et c'est là où je suis des fois un peu agacé par mes confrères et consœurs. C'est qu'ils mettent sur le dos du deuil le dos de la névrose. La névrose, c'est simplement, je suis là chez moi, j'ai l'habitude, je ne sais pas, un hasard bête, j'ai l'habitude que ma bien-aimée m'appelle à 5h30 ou à 6h30, et à 5h30 ou 6h30, pour des raisons X ou Y, il ne peut pas m'appeler. Au lieu de me dire, elle ne peut pas m'appeler, hein, je suis tranquille. L'appareil à penser les pensées va se mettre à penser les pensées. Ah, elle ne peut pas m'appeler. Bon, je rappellerai dans 10 minutes. Dans 20 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Il est mort. Les extraterrestres l'ont enlevé. Comment ça se passe? Et notre appareil à penser va construire. Et on le sait qu'on est comme ça. Mais au lieu de se dire, c'est juste notre appareil à penser les pensées, qu'on pense des pensées, que ces pensées ne sont pas des objets, ce sont juste des pensées, on continue. Alors qu'à ces moments-là, il suffirait de rentrer à l'intérieur de nous et de se dire, ben voilà, j'avais l'habitude et l'univers me propose un autre chemin. Et cet autre chemin, à vue de nez comme ça, il est moins cool parce que j'avais mis beaucoup d'espérance dans ce coup de fil. Mais voyez qu'on est dans la névrose, là. J'attendais quelque chose, je ne l'ai pas, et donc je tape des pieds. Mais quand on est un adulte et qu'on nous enlève un cube rouge ou quelque chose, il faut rentrer à l'intérieur de nous, il ne faut pas passer par la tête. La tête, elle ne peut pas gérer ça. Et lorsque l'on perd un enfant, si on passe que par la tête, on passe que par des discours. Et les discours sont toujours culpabilisants. Ça n'existe pas un discours qui n'est pas culpabilisant. Un discours qui ne serait pas culpabilisant est un discours qui est poétique. C'est du style, il n'y a rien à craindre, car jamais l'océan ne se noie. Voilà, ça c'est poétique. Et la plupart des humains, quand je leur propose, au moment du décès de quelqu'un, ils me disent non, c'est trop simple. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de l'être humain qui veut souffrir. Mais il ne veut pas souffrir parce que l'autre est parti. Il veut souffrir, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça le vrai travail de deuil. Ce n'est pas de faire en sorte que l'autre
ne soit plus quelque chose qui est souffrant pour nous, c'est de faire en sorte que l'autre continue d'exister dans notre existence, en sachant qu'il n'est pas là. Je ne sais pas si je suis clair. Si on va sur ce terrain-là, alors même l'expression faire son deuil n'a plus de sens. Ou du moins, elle a tous les sens possibles, inimaginables. Mais ça n'a plus de sens parce qu'on ne demande pas de faire le deuil. On demande de vivre de manière différente à partir d'un événement. L'événement, c'est « mon enfant est mort ». Alors, on va aller encore plus loin parce que j'ai décidé de prendre les choses à l'envers ce soir. On va se mettre à la place de l'enfant, pas à la place du parent. Alors, je suis un enfant, j'ai 8 ans, 7 ans, et je suis un enfant, je joue, etc. Et bien sûr, ma maman et mon papa croient que je suis gentil. Mais je ne suis pas gentil, je suis juste un enfant. Et un enfant, ça veut mourir des fois. Non? Est-ce que vous, enfant, à des moments, vous avez voulu mourir? Ou ça joue à mourir? Ça joue à mourir. Moi je n'ai pas voulu jouer. Je me suis dit, quand j'ai vu le monde dans lequel il était, je me suis dit, il faut en finir de suite. Et après, je me suis dit, ça peut faire mal, donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Mais il y a des pensées comme ça, c'est-à-dire qu'on croit toujours que nos enfants ne pensent pas des choses. Bien sûr qu'ils y pensent. Nos adolescents y pensent. Parce qu'on est construit comme ça, nous les humains. Et c'est pour ça qu'un enfant, c'est quelqu'un qui a de la ressource à l'intérieur de lui. Un enfant à l'hôpital, c'est un enfant qui a une ressource pas possible. Si et seulement si on lui permet d'avoir cette ressource. Et qu'est-ce qu'on dit à nos enfants lorsqu'ils nous posent la fatidique question? Papa, maman, c'est quoi la mort? C'est quoi mourir? Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais qu'est-ce qu'on propose? Moi, je suis comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je propose à l'autre? Moi, j'ai envie de lui proposer d'essayer de construire ce qu'il a envie de l'après-vie, de le construire ensemble. Et alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas réel du doigt. Mais on n'y a pas accès au réel. Là, en plus, on est sur Zoom, on a encore moins accès au réel. C'est-à-dire que là, moi, ce que je sens avec mes narines, ce que je sens avec mon corps, ce que je sens dans ma respiration, vous ne le sentez pas. Et ce qui fait que notre communication, aussi belle soit-elle, elle va manquer d'éléments ancestraux qu'on avait avant. Peut-être vous êtes allé dans d'autres cultures que la culture européenne. Et vous voyez que dans d'autres cultures, ça ne fonctionne pas totalement comme la nôtre. Et c'est bien. C'est pas que la nôtre, elle est nulle, hein, c'est qu'elle fonctionne comme elle, de manière différente. Et notre culture, elle fonctionne en squeezant le corps, pour des raisons qui appartiennent à l'histoire, notamment à l'histoire de l'Église et autres. On a décidé que le corps, c'était un peu caca. Non? D'ailleurs, quand on va aux toilettes, on ferme la porte. J'aimerais qu'on pose une réflexion sur est-ce qu'il faut fermer ou pas la porte quand on est aux toilettes. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement con. Pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Et la même chose lorsqu'on a un enfant qui est décédé. C'est-à-dire qu'on va passer un temps infini, nous, parents, à essayer de redevenir dans la norme en n'étant plus jamais, on est exclu de la norme, c'est même plus la peine d'y penser. C'est fini. La norme, c'est tu ne perds pas d'enfant. Ça, c'est la norme. Et tu es gentil, tu vas mourir après ton enfant et avant ta maman. Ça, c'est gentil. Ça respecte la loi de la nature, comme ils ont dit les psys. Mais ça s'est vu où, ça?
il y a des gens chez qui ça arrive, pourquoi pas, comme ça. Mais pourquoi ça serait la norme? Pourquoi, lorsque les choses ne se passent pas comme l'on a pensé à l'école, c'est pas bien? Ce dont je m'aperçois avec les parents endeuillés, c'est qu'ils vont développer quelque chose de fou à l'intérieur d'eux. Ils vont développer une appétence à la recherche intérieure, voire même à une recherche intérieure qui ne serait pas qu'intérieure. Parce qu'ils vont vite comprendre que il faut que c'est fou. Ils ont besoin d'être seuls et en même temps être seuls, ça les détruit. Ils ont besoin d'être avec les autres et en même temps être avec les autres, ça les emmerde. Vous l'avez vécu, ça. Finalement, vous êtes bien avec nulle part. Et puis quand vous êtes avec vous-même, vous êtes encore moins bien. Et tout ça parce qu'il n'y a aucun moment où vous êtes en syntonie avec le monde. Être en syntonie avec le monde, c'est quand il neige, être heureux qu'il neige. Quand il fait froid, être heureux qu'il fasse froid. Quand il pleut, on est heureux qu'il pleuve. On sait qu'on baigne dans la conscience et qu'on est juste une bouteille dans cette conscience. Et cette bouteille, elle dit « je veux, j'ai », mais elle dit n'importe quoi, on cesse. Et puis on comprend que notre enfant, il fait pareil que nous. C'est-à-dire que cet enfant qu'on est, quand on est petit, vous vous rappelez, vous, et qui dit c'est quoi mourir, il attend de vous une réponse. Moi, c'est la faute des adultes si j'ai fait tant d'études. Je vous rappelle ça. Moi, je ne voulais pas faire ces études-là. Moi, je voulais juste travailler le bois. Et comme les adultes n'ont jamais répondu à mes questions, là, c'était quoi mes questions, hein? Qui je suis? Où je vais? D'où je viens? Qui est Dieu? Sympa. Simple. Ouais, mais c'est les vraies questions. Le reste, j'en ai rien à foutre. Je me fous réellement du reste. Le mec, il me dit, oui, mais tu sais, si tu fais des études d'ingénieur, tu seras riche. Et je m'en fous. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qui je suis moi. Comment ça se fait que moi, je suis Éric Dudois et que, par exemple, toi, tu es Anna? Pourquoi je ne suis pas Anna? Ça fait quoi d'être Anna? Mais c'est des questions comme ça qui nous font avancer. Mais pas là, avec là, le cœur. Le cœur. Moi, quand j'écoute mes patients à l'hôpital, la première phrase que j'écoute, ça me fait chier. Parce que j'écoute avec ma tête pendant une minute ou deux. Pendant une minute ou deux, je suis malade. J'ai envie de vomir. Et puis, heureusement, à un moment, ça s'arrête et j'écoute avec autre chose. Et là, ça devient majestueux. Là, ça devient grandiose. Et ça devient tellement grandiose que parfois même, les gens sont morts, ils me parlent. Je sais, je vais aller retourner dans ma chambre à la Conception, en psychiatrie. Pourquoi ils ne me parleraient pas, les morts? Qui c'est qui a décidé ce connerie encore? Je vous signale qu'au 19e siècle, il n'y a pas longtemps, hein, les scientifiques et tout le monde vous disaient le corps humain ne peut pas supporter une vitesse au-delà de 100 km/h. Tous ceux qui ont une moto, ils vont un peu plus de 100 km/h. Moi, je ne dépasse pas 100 km/h, j'ai peur. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelque temps, on vous disait qu'il faut coucher les enfants sur le dos. Après, on vous a dit sur le ventre. Après, on vous a dit sur le côté. On n'a pas osé sur la tête. Mais pour éviter la mort du nourrisson. Mais on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il y a un nourrisson qui nous regarde et qui nous dit « je me casse ». Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi un enfant meurt, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a de bonnes raisons.
Alors vous allez me dire, mais c'est horrible ce que vous dites du doigt. C'est horrible dans les normes sociales. Si je change les normes sociales, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et si ces enfants qui sont morts, nos enfants, ils avaient quelque chose à nous dire. C'est ça, ils sont morts, ils avaient quelque chose à nous dire. Peut-être même, ce qu'ils avaient à nous dire, c'est vraiment chiant, quoi. Mais même ça, il faudra l'entendre. Il y a des enfants qui naissent pas, qui meurent par accident. Et vous savez comment on est, nous, les humains. Quand un enfant meurt par accident, pendant des années, on refait l'accident. C'est ça, la vraie punition. C'est que vous arrêtez de vivre, l'enfant, on ne sait pas, et vous êtes dans une sorte de machine, parce que c'est plus une humanité, c'est une machine, dans laquelle vous vous infligez de revivre, avec ci, et ci, et ci. Alors que peut-être cet enfant qui est décédé, pour des raisons que l'on ignore, lui, il a continué cette trajectoire. Ça vous semble fou que nos enfants soient vivants? Là, c'est vrai que de les imaginer dans un autre espace de vie, et souvent dans un espace de vie qu'on s'imagine heureux, et quand on voit tous les parents qui s'interdisent de vivre par culpabilité en se disant « j'ai plus le droit de vivre puisque mon enfant ne vit plus, donc moi, j'ai plus le droit », mais peut-être que si on les imagine vivants et dans une dimension, comme tu dis, de conscience, ou une autre dimension peut-être bien plus riche, plus épanouie, plus évoluée que la nôtre, c'est vrai que se punir de vivre, alors que peut-être que c'est pour nous que la vie est la plus réduite et pas pour eux. Et puis peut-être qu'on n'arrête pas d'être un autre. Qu'est-ce qui nous prend d'être tout le temps en souci de l'autre? Un enfant à 8 ans, on a peur qu'il soit malade. Puis plus tard, on a peur de ceci, puis on a peur de ceci, puis on a peur de cela. Puis on le fait avec le mari aussi. Là, vous avez vu dans les couples, alors le mari ou la dame, on s'en fout, on ne va pas faire. Mais il y en a toujours un qui devient le mouton de l'autre. C'est très chiant. Il est d'accord. On va à droite, on va à droite. On va à gauche, on va à gauche. C'est pas vivre. Vivre, c'est non, j'ai pas envie d'aller à droite, mais ça veut pas dire que je t'aime pas. Mais je vais pas faire une dissertation non plus. Hein, on va pas disserter. J'ai pas envie d'aller à droite, point. Et là, il y a la fameuse question, pourquoi? Et là, ne répondez plus jamais au pourquoi. Dites-vous comment. Moi, quand on me dit pourquoi tu veux pas aller à droite, je dis ce n'est pas tant que je ne veux pas aller à droite, c'est que je ne sais pas comment aller à droite. Et je me casse. Et l'autre, il est mal dans sa tête. C'est le jeu. Ah, jeu. J-E, J-E-X. Lorsqu'on perd un enfant, lorsqu'on est endeuillé, c'est un état ou une fonction? Et ça, c'est une question auquel vous devez répondre. Moi, je ne peux pas répondre pour vous. C'est une état ou une fonction. Est-ce que je suis endeuillé à vie? C'est-à-dire, un peu sur ma carte d'identité, il y a marqué endeuillé. Un état. Ou est-ce que c'est une fonction, comme un travail? Moi, je ne suis pas psychologue. Hein. Je fais fonction de psychologue. C'est pas parce qu'on est feignant qu'on dit « je suis ça ». Je ne suis pas ça. Et quand on est endeuillé de son enfant, quelle place on y fait dans son cœur? Est-ce qu'on lui a fait une petite chapelle? Moi, j'aimais bien les temps anciens, ils faisaient des chapelles dans le jardin. Il fallait être un peu riche, sinon, c'était une niche. Chacun son truc. Mais il était toujours là. On n'efface pas. Nous, on est les rois de la gomme dans nos sociétés. Ce qui ne nous plaît pas, on le gomme.
Mais non, ce qui ne nous plaît pas, il faut l'habiter, il faut rentrer à l'intérieur de soi. Il y a des millions de choses qui ne me plaisent pas. Et justement, je remercie le fait qu'elles ne me plaisent pas pour les rentrer à l'intérieur de moi. Et les rentrer à l'intérieur de soi, c'est des choses qui sont importantes. Il faut que je sois habillé de l'autre. L'autre, je ne suis pas fou, il va partir. Si j'utilise cette métaphore de partir, il va mourir. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Ça, c'est les hommes qui ont décrété qu'il valait mieux mourir vieux que jeune. Je ne suis pas forcément d'accord. C'est quoi cette histoire? Vous avez envie de mourir dans un EHPAD à 90 ans, vous? D'un coup, on a moins envie. Alors, on s'invente une vie. On se dit, voilà, mais moi, j'aimerais bien mourir tel âge, mais je vais vous donner quelques petites conditions. Mais la vie, elle se fout des conditions. L'univers se fout de ce que vous désirez. Et si c'était à nous de désirer comme l'univers désire, si on faisait l'inverse, si on arrêtait d'être le centre du monde, si on arrêtait d'être plus puissant, c'est ça les vraies questions du deuil. Et on les oublie, on en fait des questions à la con. Les vraies questions du deuil, elles sont... On n'a pas assez de 2 ans pour y répondre, ils sont fous, quoi. Moi, j'ai 50, je sais même plus, j'ai 56 ans et des brouettes, on ne sait. Et je me pose toujours la question, ça fait 30 ans que je travaille avec des gens qui meurent. Et pourquoi on meurt? Pourquoi M. Intel il est mort à 80? Pourquoi Jean il est mort à 22? Pourquoi moi je suis toujours là? Ce qui fait que un tel a une maladie, l'autre un accident, l'autre... Pourquoi? Et je n'ai pas la cervelle pour ça. Si je vais là-dedans, je vais devenir fou. Alors j'ai décidé de vivre dans le comment. Et quand je vis dans le comment, je sais que je peux faire des choses. Je peux être là. Je peux même être pas là. Parce que des fois, c'est bien de ne pas être là. Je peux accepter des choses qui sont inacceptables. Mais pas les accepter parce que je suis d'accord avec ça, mais les accepter parce que pour l'instant, je n'ai pas les outils. Je ne suis pas révolté. Ça fait, on a beaucoup plus que 2000 ans d'histoire, vous le savez. Mais même sur les 2000 ans d'histoire qu'on nous enseigne à l'école, vous avez bien vu que tous les révoltés ont fini par être des bourreaux. Tous. Il n'y a pas un seul mec qui a fait une révolution qui n'a pas fini par être un bourreau. Donc moi, je veux bien qu'on fasse des révolutions. Je veux bien qu'on se dise c'est inacceptable. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais pour mon enfant qui est mort? Je dis c'est inacceptable, ou je dis j'ai besoin d'aide, je peux pas, j'ai besoin d'aide pour le loger à l'intérieur de moi, ou moi me loger à l'intérieur de lui, j'en sais rien. Mais je vais arrêter la guerre. Je vais arrêter la guerre. La guerre conduit, on le sait, à demander à d'autres des armes. Vous avez vu, non, ce qui se passe en ce moment, sans jugement. Hein? J'ai plus d'armes, je demande à d'autres. Tu as pas des chars Abraham, des chars machin? C'est ni mal ni bien, on pourrait faire des distinctions dessus. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est pourquoi tu fais la guerre. Ben, c'est pareil avec le deuil. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait problème dans cette situation dans laquelle tu es maintenant? C'est ça ton travail. Ton travail, c'est qu'est-ce que tu fais de ce temps qui te reste avec cet enfant qui est en nostalgie. Qu'est-ce que tu fais de ça? En d'autres termes, qu'est-ce que tu fais du manque? Et je sais que ce que je vous dis, c'est la pire des choses, parce que je le vis. Je vis le manque. Ce que vous croyez. Vous croyez que je ne manque pas? On manque tous. Mais des fois, c'est plus ardu que d'autres. Et moi, c'est moins ardu que vous, peut-être.
mais j'en fais quoi de ce manque? Est-ce que ça me propulse dans la vie ou est-ce que ça me sidère et on arrête de vivre? Et si on arrête de vivre, est-ce que c'est ça le pathologique? Et il semblerait que oui. Pathos, ça veut dire souffrance. Pathos pathologique, c'est ce qui souffre. Si j'arrête de vivre, je souffre. Et je ne crois pas que nos enfants nous demandent de souffrir. Je ne crois pas. Alors, cette phrase sur le manque me fait penser à... Il y a actuellement un documentaire sur Véronique Sanson que j'ai visionné, qui est très, très beau sur sa vie. Et elle a écrit une chanson qui s'appelle L'ivresse du désespoir, dans laquelle elle dit « Je me suis tant manqué ». En fait, est-ce que dans l'expérience du manque de nos enfants, ce qui fait souffrir et ce qui peut-être aussi à travailler, comme tu nous y invites, ça ne serait pas aussi en lien avec ce manque de soi qu'on a un peu comblé en devenant parent, en donnant naissance à un enfant. Et quand l'enfant repart, eh ben, il ne peut plus cacher le manque. Il était venu un peu le masquer, jusqu'à ce que l'enfant peut-être devienne grand et s'en aille un jour. Mais en fait, c'était déjà un jeu de poker menteur, c'est-à-dire qu'on comblait quelque chose qu'on ne voulait pas voir de soi avec l'enfant. Et quand l'enfant nous remet face à ce manque, ce qu'on retrouve peut-être aussi, c'est ce manque de soi, et qui est tellement douloureux, mais que peut-être l'enfant peut nous aider à dépasser. Est-ce que c'est la même chose selon toi, ces deux manques? Est-ce qu'ils sont connectés? La première chose, c'est je te déteste. La deuxième, on va répondre. Oui, c'est ça. Ça nous demande à reconsidérer la mort et à reconsidérer qu'est-ce qu'un enfant et pourquoi il vient au monde. Et la plupart du temps, il vient au monde parce qu'on le désire, heureusement. Des fois, il vient au monde par accident. Bon, ma mère, le jour, elle m'a dit, t'es né par accident. Et j'ai dit, putain, qu'est-ce qu'il y a? T'as mal reculé avec la 2 chevaux, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, t'es con. Mais c'est-à-dire que dans son imaginaire à elle, de dame, elle ne m'attendait pas. Et elle trouvait ça dommageable, parce qu'il faut attendre les gens. Et une fois qu'on a désiré notre enfant, est-ce qu'on l'a désiré parce qu'on se faisait chier sur Terre? C'est une vraie question, hein. Ce n'est pas une réponse. Une vraie question. À quel moment je désire un enfant? Alors, je suis en médecine avec les étudiants de médecine, et quand je leur pose la question, les filles me disent toutes, « Monsieur, on voit bien que vous êtes un homme. » Je dis, « Ah, merde, j'en prends plein la gueule. » Elles me disent, « C'est biologique. On le sent. » Je dis, « D'accord, on est comme les bonobos, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez envie d'être enceinte, vous cherchez un partenaire, vous vous accouplez, il y a l'enfant, on fait quoi? » Et c'est compliqué pour l'être humain, parce que l'être humain, lui, il y a le facteur biologique, on ne peut pas nier, mais il y a d'autres facteurs beaucoup plus puissants, et notamment la conscience. La conscience. Je vous dis ce que je pense. Après, comme ça, vous serez libre de plus jamais me parler. Je pense que quand un enfant vient au monde, il vient en accord avec ses parents. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui qui vous a choisi. Comme le disait Dolto. Alors, il vous a choisi, il s'est dit, oh là, bon, alors la mère, elle est comment? Elle est un peu stéro. Bon, le père obsessionnel, moyenne de, oh, on va pas être riche hein, dans cette vie-là. Oh là là. Et je pense qu'il vous avertit. Je pense que pendant les mois de grossesse, et je pense aussi pour le papa, hein, qu'il y a plein de choses qui se passent. Et il y a des psychologues, notamment italiens, qui ont travaillé sur ce sujet-là, qui ont donné les écoles, je ne sais plus leur nom. Mais on voit très bien que si j'observe de manière phénoménologique un papa et que je mets ce que je peux compter au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de lui, de ses fluides, de son sang, etc. Et on s'aperçoit qu'un papa, quand la maman est enceinte, il change. C'est fou ça, hein?
Quand bien même le papa s'en fout complètement. Et ça, c'est juste pour vous dire que la vie est plus puissante que nos conneries. Nos conneries étant nos pensées. C'est plus puissant que ça, la vie. Ça ne s'arrête pas à nos normes. Moi, il y avait une dame un jour qui m'a dit « Monsieur Dudois, c'est pas normal, Dieu n'existe pas. » J'ai dit « Si vous voulez. » J'ai dit « Mais pourquoi il n'existe pas, Dieu? Parce que sinon, il n'aurait pas permis que mon enfant s'en aille. » Alors j'ai dit « Oui, c'est pas Dieu, ça, c'est Père Noël. » Elle n'a pas aimé, hein, mais j'étais obligé de lui dire la vérité, je ne peux pas mentir à un patient. Ce qu'elle appelle Dieu, c'est en fait le Père Noël. Le Père Noël, lui, il est là pour vous distribuer des cadeaux. Comme ça. Charles Dickens l'a inventé en 1853 pour vous distribuer des cadeaux. Voilà, il a mis un petit sapin, tout le monde est content. Mais l'univers ne fonctionne pas comme le Père Noël. Je ne sais pas pourquoi on meurt à 8 ans. Je ne sais pas pourquoi on meurt à 16, à 18, à 30, à 40, à 50, 60, 70, 80, 90, 120. Et quand il y a quelqu'un qui veut m'expliquer que c'est mieux de mourir à cet âge-là plutôt qu'à l'autre âge, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je sais que ça n'a pas les mêmes conséquences. Ça, je le vois. Mais je ne vois pas. Sinon, qu'est-ce qui est mieux dans l'histoire? Et ça demande... C'est pour ça que je travaille avec le Point Rose, parce ils sont moins barjots que moi, mais ils le sont un peu quand même. C'est parce que dans ce lieu-là, il me semble qu'on se pose les bonnes questions. Sinon, ça ferait longtemps que je serais parti. Si c'est pour simplement accompagner les gens en leur disant « Ma pauvre dame, mon pauvre monsieur, oui, c'est dur. » Pas besoin de psy, quoi. Vous prenez votre grand-mère, elle va faire le job. Hein. Si vous allez voir un psy, c'est pour comprendre quelque chose. Et le psy, il faut qu'il fasse son job. Le job d'un psy, c'est pas de dire ah, pauvre. Non. Son job à lui, c'est de dire non, je comprends, je vais vivre avec vous cette souffrance, mais pour la transformer, pour en faire quelque chose. Pour qu'avec vous, on puisse voilà, faire quelque chose, n'importe quoi. Peut-être même illuminer les cimetières. Drôle d'idée quand même. Il y a des parents qui ont eu cette idée-là. Il y a d'autres parents qui disent, tiens, ben, tel jour, j'irai à tel sommet de telle montagne, parce que ce jour-là, c'est un jour symbole pour moi. Et donc, qu'est-ce que font ces parents, si ce n'est réintroduire du sacré dans leur vie? Qu'est-ce que font ces parents, si ce n'est de devenir à eux-mêmes leur propre prêtre ou leur propre prêtresse? Ils cessent d'être assujettis à autre chose qu'à eux-mêmes. Pas eux-mêmes en tant que moi. Le moi, il ne comprend rien. Le soi. Est-ce que c'est pathologique de prendre un stylo, d'allumer une bougie, d'être dans le noir, de pleurer parce qu'il nous manque et de commencer à écrire « Je t'aime, tu sais », puis de voir ce qui se passe? Peut-être pas. Peut-être que ça peut être une solution pour certains, peut-être pas. D'autres, ça va être de dessiner. Bon, moi, si j'essaye de dessiner, ça risque d'être problématique. Mais peut-être ça risque d'être problématique parce que dans ma tête, j'ai décidé que c'était problématique. Mais ça ne l'est pas. Donc, vraiment, cette allocution de ce soir, c'est à quel moment je me mens? La tristesse, elle y est. Le manque, il y est. L'horreur est là. Le tableau est dressé. Est-ce que j'en sors? Pas dans le sens je vais oublier. Est-ce que j'en sors dans le sens où ce tableau va devenir un autre tableau? Je vais être en contact avec mon enfant autrement. Est-ce que je m'autorise cette pensée? Est-ce que je suis assez fou? Moi j'aime beaucoup ceux qui croient en rien, puis d'un coup, ils découvrent ils sont quand même un peu merdés, et puis ils se mettent à faire autre chose. Parce qu'ils en font l'expérience. Parce que croire, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand on en fait l'expérience, ça devient magique.
si d'un coup vous entendez au fond d'un rêve la voix de votre enfant, pas beau ça? Bien évidemment qu'il y aura toujours un con pour vous dire c'est un rêve. Mais un rêve, il n'y a rien de plus puissant. C'est pas un rêve où j'y rêvé. D'abord, on ne fait pas un rêve, on reçoit un rêve. C'est peut-être un message. C'est le iCloud, mais de l'univers. Je ne sais pas. Pourquoi tout serait établi comme c'était établi du temps de Newton? On n'a pas évolué en médecine. On pense toujours que tout doit marcher avec des fils. Donc, il faut qu'avec ma raison, je retrouve le fil. Mais ça ne marche plus comme ça, on le sait très bien. Là, je vous parle, il n'y a pas de fil entre vous et moi. Si? Des fils qu'on ne voit pas, l'inconscient. Comment on peut croire ça? Est-ce qu'un jour, on aura des ordinateurs qui nous montreront l'autre côté? C'est fou, ça, non? C'est-à-dire qu'on serait avec Nathalie tranquille, on branche l'ordinateur et on fait un code et hop, pouf, on chope Carla Marie et ses copains. Et là, on est ému, on pleure, waouh, génial, etc. Et on entend une petite voix aigrelette qui nous dit « c'est pas trop tôt, vous êtes un peu nul ». Carla Marie, c'est du style. Hein. Et pourquoi pas? Pourquoi on est toujours dans nos constructions à la con? Pourquoi on n'ose pas? Maïmonide, 12e siècle, oser. Le principe de la thérapie, c'est d'oser. Si on n'ose pas, on n'est pas thérapeute. Moi, je vois des gens qui ils me prennent pour un médecin. Je leur dis pas du tout, moi, je comprends rien. Ils me disent, est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi? Et bien sûr, je leur dis non. Rien pour vous. Parce qu'un médecin, vous êtes dans une situation A, il vous arrive une tuile dans la vie, vous êtes dans une situation B, et lui, son job, c'est vous de ramener à A. Moi, c'est pas mon job. Hein. Moi, vous ''êtes dans une situation A, il vous arrive une tuile, situation B, elle cherche avec vous le B', qui serait plus correspondant avec le A'. Puis au bout d'un moment, on se fout du A et du B, et on devient C. C'est ça la vie. Et nos enfants, c'est la direction qu'ils pointent. Et j'ai cette sensation. Je ne dis pas que je dis vrai, loin de là. J'ai pas accès à la vérité, moi. J'ai pas accès. J'ai accès à des parcelles de trucs que j'essaye de puzzler ensemble et ça se maintient, mais je ne sais pas. Mais je sais que mon job en tant que psy, c'est de faire un lien entre le monde d'ailleurs et le monde d'ici. Si je fais pas ça, je suis pas psy. Je suis philosophe. C'est bien aussi, hein? C'est un autre métier. Mon job, c'est vraiment d'ouvrir à l'intérieur de mon cœur quelque chose de suffisamment habitable pour que pendant un moment, celui que je rencontre puisse l'habiter le temps qu'il crée à l'intérieur de lui l'habitat qui lui correspond. Ça, c'est mon job. Mais ce n'est pas du tout de dire à quelqu'un « Ah, ma pauvre dame, 3 ans que vous avez perdu votre enfant, à mettre sous des Roxates, avec du Xanax, ça ira bien. » Ce n'est pas mon job, ça. Mon job, c'est de dire « Bon, ça ne va pas, on va faire en sorte que ça aille suffisamment bien. » Donc, on peut utiliser des médicaments. On peut tout utiliser pour qu'on soit suffisamment bien pour pouvoir commencer une construction. Ensemble, pas seul. Et ça prendra du temps. Et je ne vais pas vous mentir, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est bien quand j'ai peur de l'ascenseur. Pas de problème. Quand j'ai perdu un enfant, ça va être dans la merde. Et puis vous n'êtes pas un iPhone. Ce n'est pas parce que vous avez perdu une application qu'on va pouvoir la récupérer. Vous êtes bien plus que ça.
Et quand je fais bien mon job, généralement, le patient fait bien son job. C'est un job, être patient, hein. Vous savez. En plus, c'est vous qui payez, donc c'est l'arnaque du siècle, la psychologie. C'est vous qui faites le travail et c'est vous qui payez. Donc, vous pouvez quand même être exigeant sur le truc. Et la première des exigences, c'est qu'il se passe quelque chose. Sinon, je vous le dis, votre grand-mère suffit, vous allez pleurer avec elle, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? J'adore faire ça. Alors, moi, je voudrais, tu sais, comme j'aime bien chaque fois, parce que ce que tu nous partages est tellement riche et ouvre tellement de perspectives, mais j'essaie toujours de me mettre à la place de certaines personnes qui peuvent nous écouter et qui vont peut-être à revenir à quelque chose de très concret. C'est que tout ce que tu dis, qui fait sens, la difficulté, c'est de le mettre en application dans une société dans laquelle la réalité de cette société, ça va être un médecin conseil de la Sécu qui va balancer à un papa au bout de 2 mois, monsieur, le mois prochain, hein, on reprend le travail quand même. Et la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tout ce que tu dis sur ce besoin de prendre du temps, d'élaborer quelque chose, de s'ouvrir à s'éveiller à une autre dimension. Tu dis de se poser le temps qu'un habitat, quelque chose en soi, soit plus supportable, et que la réalité de la société, et encore plus récemment, parce que je pense qu'il y a eu des injonctions fortes de remettre le plus possible le monde au travail et de couper les arrêts avec des consignes de plus en plus drastiques, qui font que en permanence, ce qui est renvoyé aux parents, c'est d'être un peu tir au flanc ou de profiter de ce deuil pour ne pas travailler. J'ai même une maman qui m'a dit que le médecin conseil qu'elle avait eu lui avait dit non seulement madame, ça fait X mois et là c'est fini, c'est bon. Invoquant que comme elle n'avait pas de suivi psychiatrique, c'est-à-dire que les arrêts étaient mis par un médecin traitant et pas un médecin psychiatre, et qu'elle n'avait pas de traitement médicamenteux, donc elle allait très bien. Un suivi par un psychologue n'étant pas suffisant pour prouver la douleur, ou en tout cas la dimension exigeante nécessitant un arrêt, et qui lui a même dit, de toutes les manières, d'avoir un peu plus de temps ne changera rien. Vous avez le soir et le week-end pour pleurer, et de toute façon, le temps ne changera rien. Donc, autant reprendre le boulot dès que possible. Donc ça, c'est une vraie réalité à laquelle de plus en plus de parents sont confrontés. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aimerais avoir vraiment ton conseil, que tu nous dises, est-ce que finalement, on met un masque, on reprend le boulot pour pas en plus ajouter à nos difficultés, des difficultés soit matérielles, soit en plus ce jugement, ou est-ce qu'on milite avec le Point Rose ou d'autres associations pour dire arrêtez, reconnaissez quand même que peut-être il y a un besoin de temps, où il y a une adaptation du temps de travail nécessaire par le fait qu'une partie de nous est tellement accaparée par ailleurs qu'avant qu'on arrive de nouveau à reprendre des fonctions ou à se concentrer, être à capacité à mémoriser, à faire des mails toute la journée ou faire des sourires à des clients ou autres, ben ça va peut-être prendre du temps. Et ça, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment reconnu. Et ça met beaucoup de parents et d'endeuillés en général en difficulté parce que ce n'est pas du tout reconnu. Donc, comment on gère ce décalage? Et est-ce que tu peux nous suggérer des choses? Oui. Je vais vraiment être dans la merde, moi. Alors, notre société est construite, c'est une société d'experts. Vous savez ça. Donc, il y a toujours un expert pour vous dire qu'il est expert. Et comme il est expert, c'est lui qui a raison.
Et la première des choses à faire, c'est prendre un peu de distance avec ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on va lui rentrer dedans, qu'on va être injurieux. C'est juste ne pas le croire. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer dans une révolution interne si puissante et si forte que les injonctions, souvent paradoxales de notre monde, n'auront plus part sur nous. Après, on sera libre du choix qu'on en a à faire. Or, parce que notre société, elle veut qu'on fonctionne à l'envers. Elle veut qu'on fasse le choix et après, on décide si on est libre ou pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, on est libre, on trouve la paix. C'est pas la peine de trouver la paix éternelle. Hein. La paix, c'est juste 10 minutes, un quart d'heure. Et là, il va venir plein de choses. Il va venir, si je travaille pas, je suis seul chez moi, je vais me faire chier. Si je me fais chier, je suis seul chez moi. Non seulement je gagne pas de sous, je nourris pas, je fais pas ma fonction, mais en plus, ça va être pire que pire, il faut que je rencontre des gens. Puis la deuxième pensée, ça va être quand je rencontre des gens, ils sont tellement cons que j'ai juste envie de me casser. Donc, je retourne chez moi. Et donc, on voit bien que c'est un système vicieux. Parce que, en fait, on s'en fout que vous rencontriez des gens ou pas. L'important, c'est comment vous êtes par rapport à vous-même. Parce qu'en fait, c'est pas l'autre qui va donner le tempo du battement de votre cœur. C'est vous. L'autre, il y est pour rien. Vous êtes tous tombés amoureux, je pense. Non? Si vous ne l'aviez pas fait, il faut tomber amoureux. C'est une bonne expérience. Alors, vous tombez amoureux, et quand on tombe amoureux, on est con. Comme ça. On a toujours un moment où on arrête de battre son cœur pour soi, on bat pour l'autre. Vous avez vu ça? Et à ce moment-là, on devient très con. Et on devient tellement con que l'autre, celui qu'on aime, on va le faire chier. C'est fou quand même. On est comme ça, nous, les humains. Donc, vous savez d'expérience comment il faut faire. Il faut que son cœur batte à l'intérieur de sa poitrine. Alors, je ne suis pas un homme à dire il faut qu'il batte pour moi. Ce serait inutile. Il faut qu'il batte pour la collectivité. Il faut qu'il batte pour l'humanité. Puis dans cette humanité, il y aura une seule personne qui va être plus accrochée. Mais ce cœur, c'est votre cœur. Vous en êtes responsable. Et ça, c'est l'histoire du Petit Prince. L'histoire du Petit Prince, c'est pas pour les enfants. Le Petit Prince, c'est la même chose que vous. Mais lui, c'est sa rose. Il est emmerdé avec ça. Il est emmerdé. Et vous, c'est votre enfant. Et c'est le même chemin. Vous allez prendre exactement le même chemin. Vous allez voir l'allumeur de réverbère. Et il va allumer le réverbère, éteindre le réverbère, allumer le réverbère. Vous allez le regarder, vous allez dire ah, qu'est-ce qu'il est con alors? Putain, qu'est-ce qu'il est con. Mais bon, c'est la lumière de réverbère. Puis vous allez rencontrer l'astronome. Vous allez lui dire mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je compte les étoiles. Ah, il est très con. Et je leur donne un nom. Toutes ces étoiles sont à moi, parce que je les ai nommées. C'est style Emmanuel Macron, vous voyez, tout est à lui. Je n'ai pas dit ça, hein, Emmanuel Macron, non, là, je n'ai pas dit ça du tout. Et donc, il est heureux. Et il est heureux comme ça, donc il ne faut pas lui enlever ses étoiles, il est heureux. Mais nous, ce n'est pas ça encore. Puis on va rencontrer on va rencontrer le renard. Vous vous rappelez du renard? C'est une belle rencontre, le renard. Le renard, il va nous dire, ben, je suis content de t'avoir rencontré, parce que maintenant, quand je verrai les champs de blé, les champs de blé auront du sens. Et oui, parce que le sens, il vient de l'expérience. Il ne vient pas d'ailleurs. Et le renard, lui, il va vivre toute sa vie dans le manque du Petit Prince, mais les champs de blé lui rappelleront le Petit Prince. Pas mignon, ça? À la fois qu'il verra un champ de blé, il va chialer. Au début, après, ça ira mieux. Et puis, l'expérience continue. Et puis, bon, je vous le fais court parce qu'on n'a pas trop le temps, mais il y a plein de choses. Hein. Le Petit Prince se rend compte que sa rose, elle a des épines. Que c'est une rose, elles ne sont pas que bon, elle a des épines.
se rend compte que sa rose, elle est comme toutes les roses. Merde, elle n'est pas unique. Et ça finit à un moment où il dit à l'aviateur, laisse-moi. Laisse-moi. Là où je vais, je ne veux pas que tu viennes. Mais où vas-tu? Je vais voir le serpent. C'est un moment triste et délicat, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît. Et là, l'aviateur lui dit, non, je viens, laisse-moi. Laisse-moi. Alors il va, et puis il y a le serpent, et le serpent le voit. Il le sait, le petit prince, il le sait. Il sait que le serpent le piquera. C'est le seul moyen de rejoindre sa demeure. Ça vous fait penser à quelque chose? Le seul moyen de rentrer chez nous, c'est peut-être de mourir. C'est pas chez nous ici. Vous en êtes pas rendu compte, il faut vous en rendre compte. Ici, c'est pas chez nous. Ici, c'est une planète école, on l'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce monde, pas pour la société, personne pour les pieds, mais c'est pas chez moi. Moi, en tant qu'être. Alors, c'est chez moi en tant qu'Éric Dudois. Hein. Éric Dudois, il est content d'être là. Il est tellement con. Mais l'être, la puissance du petit prince qui est en moi, comme en vous, comme en votre enfant, on a besoin du serpent. Et oui, pique-moi. Tous les gens qui sont morts avec ou sans moi dans ces 30 dernières années que je connais, qui m'ont laissé, eh bien, ils m'ont laissé la tristesse. Mais pas que. Pas que. Ils m'ont laissé la joie, ils m'ont laissé plein de choses. Alors, bien sûr que ce n'étaient pas mes enfants. Bien sûr. Mais je ne suis pas heureux à m'accrocher mon âme à un arbre. Ça ne m'intéresse pas. Donc, pour moi, ils étaient mes enfants. Cette petite que j'ai vue cet après-midi, je dis cette petite, mais elle a 22 ans, qui est petite. Des yeux de biche, une beauté d'un autre monde. Et tous les médecins, tous dans la salle, tous ils disaient, elle va mourir. Je dis, je m'en fous, ta gueule. Ta gueule. Ne me dis pas ça. Et il y a un jeune médecin qui m'a dit, plus coloré que les autres, parce que quand même, je suis chef un peu là-bas. Il m'a dit, mais il faudra bien que vous l'entendiez. Petit con. Et pourquoi tu veux que j'entende qu'elle va mourir? Je le sais. Mais en attendant, elle vit. Et quand elle sera morte, qu'est-ce que tu vas faire pour elle? J'ai posé la question. Il était un peu embêté. Parce que dans notre société, quand quelqu'un meurt, on le met au dépositoire, ça veut tout dire, un dépositoire. Et puis après, on l'amène. Qu'est-ce que vous avez choisi? Nous dit le monsieur, un peu tristouné. Vous voulez inhumer ou vous voulez... Comment ça se passe? Et puis vous choisissez. Et puis, une fois que vous vous dites, ben, moi j'aimerais bien enterrer quand même. Bon, ben, vous voulez le capitonnage en blanc ou en bleu? Hein? Et le bois, il est comment? Mais comme le disait le Bouddha, tout ça, c'est des questions à la con, quoi. La seule chose intéressante, c'est comment on m'enlève la flèche que j'ai dans le cœur. Parce qu'au moment où je perds quelqu'un, j'ai une flèche dans le cœur. Ça, c'est une vraie question. Et tout le reste, on n'y répond pas à chacun. C'est pas important. Mais quand je suis face au serpent, c'est important. Alors, le serpent, dans nos livres, c'est à la fois le diable et à la fois la connaissance. On peut faire un résumé, il s'appelle Morningstar. Et quand on le croise, il est très chiant. Parce qu'il met le point sur nos névroses, sur nos répétitions, sans arrêt. Sans arrêt. Moi, j'ai des personnes qui sont très âgées, qui ne veulent pas mourir, parce qu'elles ont inventé un monde dans lequel elles n'étaient plus. Alors, moi non plus, je ne voudrais pas mourir, mais elles l'ont inventé, ça n'existe pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, moi je vous le dis.
Je ne sais pas. J'ai fait des expériences qui ne valent que pour moi. Allez-y, vous, faites. Mais quand on ne sait pas, on ne dit pas « je sais ». Et voilà. Et voilà. On vit trop encombré. Il faut qu'on vive en suspension. On vit trop agité. On est tout le temps agité. Je passe mon temps à freiner le temps. C'est bon, non, d'avoir le temps. Même le temps d'une larme. Le temps de rien. Le temps de tout. Si Nathalie est là, elle va encore me poser une question. Non, parce que c'est beau. Merci d'évoquer le Petit Prince et ce conte qui parle tellement, et ces mots à la fin où il dit à l'aviateur « Ne viens pas parce que j'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. » Comme une vieille écorce, c'est pas triste les vieilles écorces. Oui. Mots qu'on a souvent lus, moi je les ai lus à Carla-Marie à l'hôpital. Et puis évidemment, ils ont une résonance aujourd'hui tellement grande. Donc merci pour cette métaphore et voilà, et je voudrais juste moi peut-être terminer parce que on a un peu dépassé le temps et on ne peut pas trop te retenir non plus, mais dire que tu as dit que ton travail c'était de faire lien entre ce monde et un autre monde, en tout cas qui soit intérieur, extérieur, on y croit, on n'y croit pas. Mais je crois que nos enfants font le même travail que toi pour leurs parents. Ils font ce pont entre deux mondes qui est le monde dans lequel ils sont, et y compris avec toutes ces injonctions que l'on découvre encore plus quand on est hors norme, comme tu l'as expliqué, et un autre monde, un autre univers qui agrandit celui-là d'une autre dimension, et que finalement, les garder présents ici, ne pas sortir, ne pas vouloir à tout prix sortir du deuil, finir le deuil, c'est peut-être les inviter dans ce présent dont on n'a pas envie qu'ils sortent. Et puis si on fait le jeu que tu disais d'imaginer quelles pourraient être leurs attentes et leurs désirs, je me dis parfois que nos enfants, ils peuvent désirer juste rester avec nous autrement, dans ce fameux être ensemble autrement, et que les inviter dans notre présent, les inviter et être un peu leur héritier, puisque ils ne sont pas héritiers de nous, mais c'est nous qui sommes héritiers d'eux, eh ben on peut les continuer, on peut les inviter dans ce chemin ensemble et apprendre avec eux à être ensemble séparés, ou à retrouver la rose sans avoir à mourir, et à déjà faire cette expérience d'être ensemble sans avoir besoin d'être physiquement présents l'un à l'autre. Et voilà, enfin, en tout cas, je voulais finir sur cette idée de prolongement, et que finalement, plutôt que de laisser nos enfants dans le passé et de tourner la page comme beaucoup d'injonctions le souhaiteraient pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ben peut-être au contraire ne pas faire cette séparation et ne pas la regarder comme pathologique. Dès lors qu'on les amène avec nous dans la vie et qu'ils ne nous coupent pas de la vie, tout est possible. Est-ce que ça ne serait pas ça finalement le pathologique? C'est quand nos enfants, on les invoque comme argument pour ne plus vivre, et qu'on en fait, on s'en sert pour se victimiser encore plus et refuser d'être dans la vie. Est-ce que ce n'est pas ça finalement la frontière entre ce qui serait pathologique ou pas? Mais dès lors que
ils sont des invitations à vivre avec eux autrement, à ce moment-là, on n'en serait plus dans le pathologique. Je suis entièrement d'accord avec ça, en sachant que notre société, comme toute société plus ou moins despotique, je ne dis pas qu'on vit dans du despotisme, hein, plus ou moins, elle n'aime pas ceux qui créent. Et c'est pour ça que toutes les injonctions qui sont faites par nos modèles économiques et autres modèles sont faits pour que surtout rien ne bouge. Et qu'on préfère encore victimiser quelqu'un plutôt que de lui donner les clés pour devenir lui-même son propre puits. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais je pense que en ayant connu le Point Rose et tous ces gens, je pense qu'ils ont à l'intérieur d'eux une telle richesse, il n'y a pas de souci pour que le puits devienne quelque chose sur lequel les autres vont pouvoir se ravitailler. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup, merci de tes mots si réconfortants. Merci à tous de nous avoir suivis et encore désolé pour les petits incidents techniques. Mais pardon. Voilà, c'est la première fois que ça arrive, mais voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Vous pouvez revisionner bien sûr la vidéo si vous avez raté le début, puisqu'elle est disponible sur Facebook et bientôt sur YouTube aussi. Voilà, je vous remercie tous et encore un grand merci Eric. Merci à vous. Et, on se revoit dans un mois. Dans un mois. Des gros bisous, merci à vous. Gros bisous, au revoir.